Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pancho de retour en 2022, reprise de la saison. Dans un premier temps, je pense que tous les invités de cette émission et moi-même se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022. Les meilleurs vœux, bien sûr, amis de foot niçois, amis de foot brestois, amis de foot de manière générale. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et on attaque donc directement par ce match. Donc ce déplacement de l'OGC Nice à Brest, mais avant de passer dans le cœur du sujet, Alric, le compère de cette émission, est avec nous. Bonsoir Alric, comment vas-tu? Bonsoir Pancho, bonsoir à tous, meilleurs vœux à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Je suis très heureux d'avoir repris ma place de consultant. Ça sera avec un peu moins de pression, mais toujours autant d'amusement. Et j'espère qu'on va passer une bonne soirée ce soir. Ravi également de retrouver cette place de présentateur hein, de mon côté. Bertigno, Vincent fait son retour aussi dans l'émission. Alors, ta dernière émission de mémoire, vraiment, c'était Lorient. Je crois, ouais. Ça remonte, hein. Ça fait un moment. C'était une défaite, donc là, bon, c'est quand Là, même. c'est plus tranquille. Voilà, là, c'est plus tranquille. Bonsoir à Euh, tous et bonne année à tout le monde. Bonne année à toi aussi, mon cher Bertigno. Ravi de tout d'avoir parmi nous. Et puis, donc, le représentant brestois, Jérôme, qui était là aussi pour le match aller. Bonsoir, Jérôme, comment vas-tu? Bonsoir, bah ça va très bien. Bon, on n'a pas la victoire, c'est vous qui l'avez, mais je souhaite en tout cas une bonne année et de meilleurs vœux à tous les auditeurs. Ok, bah écoute, c'est parti. On va donc se contextualiser de ce match. Donc, cette victoire 3-0 de l'OGC Nice en terre brestoise. Le contexte, donc premier match 2022 après donc cette trêve, le gym sortait d'une belle victoire à domicile contre Lens, assez convaincante. Brest, après une série historique, Jérôme, hein, de 6 victoires d'affilée, avait pris donc une belle valise à domicile contre Montpellier, et puis un Oui, match nul assez compliqué à 3 avec à 3. donc une égalisation d'Adil Rami, ce beau vieux Adil Rami qui a marqué. Donc, Il est toujours là. elle est toujours là. Et puis, il me semble une expulsion côté troyenne. Donc, un match assez compliqué pour Brest. Des absents aussi dans la composition de départ. Belkebla côté brestois. Youssef Attal et Mario Lemina absents également côté niçois. Et également donc Melvin Barr et Jordan Amavi, entre autres, pour cause de Covid. Les gars, déjà, première question. Alors là, plus côté niçois, la surprise sur la composition, Alric, c'était le placement de Danny Luc arrière gauche et le placement de Lotomba arrière droit. Bah, est-ce que c'était une surprise? Oui, plus ou moins, parce qu'on avait l'habitude de voir Danny Luc évoluer côté droit quand il était dans cette position de latéral. Après, il fallait faire avec les absences. Et quand tu as tes deux latéraux gauche qui sont absents, donc à savoir Jordan Amavi et Melvin Barr, ben, tu es obligé un peu de bricoler. Je trouve que dans l'ensemble, pour le coup, ça a été plutôt une réussite parce que Daniluk a fait un bon match. Bon, on le disait en off tout à l'heure, Lotomba n'a pas fait un bon match, mais bon, ça après, on commence un peu à avoir l'habitude. Donc voilà, une composition, ouais, sans doute classique, mis à part ce petit changement. Bertigno, surpris toi aussi par rapport à ce changement parce que moi, personnellement, j'ai été un peu surpris. On se souvient du match de Lotomba à Rennes, à gauche, où justement il avait été plutôt bon, voire même très bon. Euh, on a fait aussi en fonction des absents. Ton avis par rapport à ces changements-là? Ben, je suis pareil, je m'y attendais pas. Je voyais plutôt Dani Luc à droite, puisqu'il y a déjà joué. Et étant défenseur central, naturellement, je le voyais mieux à droite. Lotomba, il avait satisfait à gauche, donc je pensais qu'on allait partir comme ça. Puis finalement, non. Donc Galtier a voulu sûrement s'adapter aux attaquants brestois. Donc, choix de sa part et bon choix au final, puisque on n'a pas pris de but. Donc, on a bien défendu globalement, même si, oui, comme tu disais, l'Otomba, très limite, le strict minimum. Mais bon, c'est passé et on a fait avec les moyens du bord et ça a été efficace. Effectivement, on reviendra plus en détail sur les performances individuelles un peu plus tard
dans l'émission, vous en avez l'habitude. Le match en lui-même, de lecture, enfin de lecture, Deux matchs dans le match. deux matchs dans le match en fait. 20 premières minutes plutôt agréables avec une situation euh, en tout début de match par l'intermédiaire de Rosario sur une passe de Dolberg. Des équipes qui étaient entreprenantes, qui ne se cachaient pas. Brest aussi tourné vers l'avant. 20 premières minutes assez agréable, Jérôme. Je pense même toi, côté Brest, tu te dis on va assister à un beau match. Ouais, c'est ça. Dès la première minute, c'est Rosario qui met une frappe que Bizot arrête. Après, donc nous aussi, on arrive à se créer des occasions. Non, c'était 20 très bonnes premières minutes, un match engagé de chaque côté, avec, on voit, une facilité à aller vers les buts adverses et surtout, bah, voilà, essayer de trouver les filets au plus vite. Et puis, évidemment, après, à la 20e minute, hein, c'est le carton rouge de Schneiderlin. C'est le drame. Et là, c'est le drame, hein, Alric. Je veux dire, je, C'est la beauté de l'arbitrage français, si tu veux. On ne consulte même pas la VAR, on prend une décision très très vite. En plus, j'ai l'impression qu'au départ, elle va lui mettre un carton jaune, et puis je sais pas pourquoi elle se ravise, elle lui met un carton rouge. C'est vrai. Donc non, c'est cette décision. Alors déjà pour revenir sur ce que tu disais, oui, 20 très bonnes premières minutes dans l'ensemble, avec une équipe de JC Nice qui arrive à prendre l'avantage assez rapidement par Dolberg sur cette très très belle récupération de Rosario et ce super rush de Justin Kluivert. On en parlera un peu plus en détail, mais qui monte en puissance vraiment avec cette petite pichenette sur le défenseur. J'ai beaucoup Ouais, aimé. ouais. le ballon lui Et a collé au pied, c'était incroyable. ah, c'était incroyable. Et cette connexion voilà, avec Oliver Dolberg qui mène à ce premier but. Donc moi, dans l'ensemble, je crois que l'OGC c'est quand même en maîtrise de son sujet. Et puis cette 20e minute où plus personne ne comprend ce qui se passe, même les commentateurs qui étaient sur place, ils ont dit mais on ne voit même pas la faute, donc c'est quand même problématique. Surtout qu'on voit dans le geste de Schneiderlin qui fait l'effort de plier ses jambes pour essayer de ne pas faire mal. Alors bien sûr, je suis conscient qu'un coup dans le tibia, hein, même si je ne fais pas de foot, ça fait mal. Et de là, mettre carton rouge sans consulter la VAR, franchement. Car- Carton rouge direct, voilà, moi c'est ça aussi qui m'a un petit peu perturbé, c'est-à-dire qu'à Moi, partir j'aurais du préféré qu'ils moment, prennent un carton jaune pour aller excès d'engagement, voilà, encore que c'est. Voilà. Mais parce qu'il prend quand même que le ballon. Hein. ouais, ouais, mais et Donc, du coup, moi ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que à la limite, le geste, bah, il est là, mais si le joueur est blessé et qu'il sort sur civière, ok, oui, on met le rouge, mais on sort pas le rouge direct. Pour moi, il y a un jaune. sans consulter la VAR, parce que très très vite, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, on va consulter la VAR, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas faute, et puis elle va retirer le rouge. Non, non, très vite, les commentateurs ont dit, bon, bah, apparemment, ça a été consulté, merci, bonsoir. Ouais, ça a Donc été là, consulté. Ouais. c'est là où on se dit, ah ouais, mais il y a quand même un sacré problème. Et ça, c'est toute la beauté de l'arbitrage français. Et c'est pour ça que je milite pour que les arbitres aient un micro ouvert, ou à défaut, s'ils ne l'ont pas, mais qu'ils viennent au moins s'expliquer en fin de match. Quoi. Parce que là, on a un fait de jeu qui tue un match, tout de suite. Parce qu'effectivement, je te rejoins complètement, ça a tué le match. On va pas chipoter. Nice l'a emporté, on est très heureux, mais le match auquel on a assisté, ben, c'est pas les 20 premières minutes auxquelles on a assisté. Non, c'est clair. C'est un match qui a été faussé avec une équipe de Nice beaucoup plus regroupée qui a, bah, qui a forcé son équipe à jouer en bloc, naturellement, en étant un de moins. Mais Bertino, toi, ton avis, après je donnerai le mien par rapport à cette expulsion, je te laisse la parole. Bah, très sévère, évidemment, hein. De toute façon, le tacle, même s'il est engagé, il n'y a ni les crampons en avant, ni le pied haut. Il y a impact, oui, mais c'est bon, c'est aussi le football, hein. Il y a des impacts sur tous les tacles, sur toutes les interventions. Il prend que le ballon. Donc, bon, pour moi, oui, faute si on veut pour excès d'engagement, carton jaune si on veut aller loin, et puis c'est tout. Et, Et puis surtout à la là où 20e minute, quoi. Tu sens un carton rouge à la ouais, 20e première minute faute. pour vraiment qu'il y ait un attentat, quoi. Une des premières fautes du match, j'étais complètement surpris, hein. Je m'y attendais pas du tout. Et le pire, c'est que encore sur le feu de l'action, avec la vitesse, bon, l'arbitre il peut sortir le carton rouge si on veut, mais que la VAR le valide, que les deux personnes de la VAR valident ça,
c'est quand même impressionnant, quoi. Tout simplement parce que je pense qu'ils veulent pas contredire une collègue, parce qu'ils savent très bien que s'ils contredisent une collègue, elle va être moins bien notée, elle peut être rétrogradée si elle a trop de mauvaises notes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, on a une espèce d'omerta dans l'arbitrage où tant qu'on n'aura pas les micros ouverts, parce que les micros ils les ont, il suffit juste de les ouvrir, tant qu'ils n'auront pas les micros ouverts, où l'arbitre, comme au rugby, prendra le temps d'expliquer sa décision. Bah, déjà, les joueurs arrêteront de râler les décisions arbitrales parce qu'ils ne voudront pas passer pour des cons le jour où les micros seront ouverts. Et nous, même si on n'est pas d'accord avec les décisions arbitrales, on saura à quoi s'en tenir. Et donc, il y aura peut-être moins de débats sur l'arbitrage. Ouais. Complètement. Je pense que ce genre de situation, au même titre que d'autres situations vécues dans d'autres matchs, pose la question sur l'intégration d'un micro dans l'arbitrage. Euh, Au-delà de la VAR, parce que c'est vrai que tu te dis, bon, admettons, tu siffles une faute, tu te trompes, la VAR valide ou pas, c'est scandaleux, on est d'accord. Je pense que dans le camion de la VAR, ils étaient sur une chicha pomme cassis, je pense que elle devait être vraiment très très bonne, mais C'est pas de c'est la la, chicha, hein. c'est la gravité de la blessure. C'est-à-dire qu'on a déjà vu dans le passé, avant l'intégration de la VAR dans le football, des cartons rouges sortis trop vite, et au vu de la gravité, ou même des cartons jaunes, généralement c'était des cartons jaunes sortis trop rapidement, déjuger et dire non, au vu de la blessure, c'est rouge. Pourquoi, là tu te dis, Erel après il courait comme un lapin, pourquoi Mais justement, c'est dans son intérêt, RL, de rester par terre. C'est Oui dans mais son intérêt après, de rester par terre. après il s'est Et oui, relevé, mais il est pas sorti Alric. une fois que tu as mis carton rouge, tu vas pas voir RL en lui disant ah, mais finalement, t'as pas si mal. Alors, tu prends, Mais tu mets carton jaune. Non, c'est pour ça que la décision est précipitée. Tu dois mettre d'abord jaune, et si c'est jamais il ça. y a une blessure Mais grave, tu te mets rouge. c'est Mais ce qu'on voit qu'elle va faire, parce qu'on voit qu'elle va prendre mm, son carton dans la poche. Ouais, Et c'est finalement, elle se ravise, donc elle doit entendre quelque chose dans son oreille pour mettre un carton rouge. Et c'est c'est là où je me dis, c'est quoi? Il s'est passé quoi dans sa tête? c'est à peu près enfin c'est ce que dit Christophe sur le chat, hein. J'en profite pour vous saluer les ultras du chat sur Twitch. Il dit c'est vraiment intéressant de connaître la raison pour laquelle elle dirige sa main vers le carton rouge, puis elle change d'avis et sort le rouge. Est-ce qu'on lui a dit quelque chose? Est-ce qu'on lui a dit quelque chose à Certainement, ce certainement, moment-là? certainement, certainement. Parce qu'elle, elle est partie pour mettre un carton jaune. Mais alors, il n'y a même pas eu de ralenti à ce moment-là. Il n'y a même pas eu encore de ralenti, c'est-à-dire que Non, mais eux, ils les ont, les images. c'est un feeling peut-être l'arbitre de Non, touche. non. Eux, ils les ont, les images. Eux, ils Ouais, ont les images. Parce que nous, les ralentis, on l'a après coup. Ah oui, Eux, ils les ont, les images. ou c'est peut-être l'arbitre de touche aussi qui a vu Et l'arbitre de de son touche, enfin, je côté. veux dire, tu vois très bien où se situe Stéphanie Frappard sur le terrain. L'arbitre de touche, il est à 15-20 mètres. C'est franchement. mais surtout, Peut-être dans sa vision, il pensait peut-être que lui, enfin le joueur, allait vers justement, au lieu de prendre le ballon, il allait vers le bonhomme. C'est peut-être ça qui lui a. Enfin, Après, en toute honnêteté, à vitesse réelle, quand je vois le tacle de Schneiderlin, je me suis dit, il l'a découpé. En toute Ouais. honnêteté, c'est ce que je me dis. Et après, on ralentit, je fais, ah bah non, en fait, c'est pris que le ballon. justement, la VAR est censée, dans ce type de situation, corriger une erreur de jugement qui est finalement humaine. Je veux Mais dire, c'est justement ça le problème, c'est que comme c'est censé corriger une erreur de jugement, ils veulent pas admettre l'erreur de jugement parce qu'il y a des notations. Et de leur notation et de leur avancement dépendent de leur notation dépendent de leur avancement. mais c'est scandaleux. Mais bien sûr que c'est C'est scandaleux. absolument scandaleux. C'est-à-dire que tu mets l'intérêt de ta personne et de l'arbitrage français au-dessus de celui du match, alors que qu'est-ce qu'on en a à cogner de savoir si Frappard Mais c'était, tu elle a eu sais, 13 sur 20 ou 14 sur 20 sur ce match-là. Enfin, je veux dire, on s'en mais fout, quoi. mais honnêtement, je vous invite à découvrir, je vous enverrai les liens sur Twitter, mais je vous invite à découvrir ce podcast où Frank Schneider, l'ancien arbitre, intervient, où il explique ça. Où des fois, tu prends des décisions parce que c'est pour la beauté du foot, comment on appelle ça, ceux qui retransmettent les matchs. Il faut qu'il y ait les diffuseurs, il faut qu'il y ait un peu de spectacle, faut que ça joue, donc on siffle pas trop, ou des fois on siffle un peu plus pour qu'il y ait des cartons, pour que ça fasse monter un peu la mayonnaise. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et des fois, tu te retrouves avec un collègue que tu vas noter, que tu n'as pas envie de le noter mal parce que c'est un collègue à toi, et ben, tu feras en sorte que toutes les décisions qu'ils prennent, tu vas appuyer ces décisions. Ça, il le dit. Il le dit, c'est comme ça que ça marche. Mhm.
Et c'est triste parce que ça pénalise au final les clubs et les joueurs. Parce que c'est au-dessus des règles du tout. Donc, Et puis ça pénalise un joueur comme Schneiderlin qui était à la cave Mm. pendant plusieurs mois, qui sort progressivement du trou dans lequel il était en réalisant des bonnes petites performances, qui du fait de l'absence de Limina se retrouve titulaire sur ce match-là. Alors qu'on aurait pu attendre, on aurait pu attendre Thuram d'ailleurs. Oui, Mm. mais finalement, tu vois, en termes de compatibilité, bah, le Schneiderlin-Rosario, c'était ce qu'on a eu euh, à Paris, si je ne m'abuse. Je crois. Euh, Non, c'était pas Lemina les, Ah, Schneiderlin, c'est pareil. des minages C'était Schneiderlin. Lemina Schneiderlin, oui, effectivement. Ouais, C'était Rosario qui était suspendu. c'est Mais ça. Schneiderlin, il a fait son trou, hein. Maintenant, par rapport à Thuram, je dirais même qu'il est un cran au-dessus, hein. C'est le troisième du. Je ne pense pas qu'il fallait raisonner comme ça par rapport aux deux. Je pense que c'est surtout une différence de profil. Mm. Et pour contrer une équipe de Brest qui est très très forte quand elle part en contre, Jérôme, tu me dis si j'ai une connerie, mais je pense que pour contrer une équipe qui est très forte, tu vas pas mettre un Thuram qui a pas envie de défendre et qui préfère porter le ballon. Schneiderlin, lui, il prend et il fait jouer son physique, hein. Donc c'était intéressant de mettre un Rosario Schneiderlin. De toute façon, si Lemina avait été présent, il aurait joué au milieu avec Rosario parce qu'il aurait fallu imposer du physique face à des petits follets qui vont très vite. Et Honora, Fèvre, tous ces joueurs-là, et voilà. Il faut un peu, entre guillemets, les casser directement. Et pour ça, il fallait mettre des joueurs avec un certain physique. On a vu avec Kefren Turam, lorsqu'il est rentré, il a beaucoup porté le ballon vers l'avant, notamment cette action où il récupère le ballon dans sa moitié de terrain, puis il va marquer quasiment tout seul. Non, Thuram ne sait pas le faire, ça. Thuram, c'est pas un joueur de récupération. Oui, Il se projette beaucoup. c'est un Honnêtement, numéro 10 reconverti un cran plus bas c'est ça. qui est projeté, qui se projette énormément vers l'avant. Est-ce qu'on connaît. Là, il y a Romain sur le chat qui nous dit si Schneiderlin va être suspendu 2 matchs. Alors, ça pourrait être 2 matchs. C'est pas, Ça pourrait être 2 matchs. c'est Ça pas, pourrait. c'est pas possible par contre. Parce Je que. sais pas Mais si le club alors, peut faire appel. mais alors, si le club fait appel, après, il y a possibilité, même sans que le club fasse appel, qu'une espèce de commission d'éthique ou je sais pas quoi disent on a vu les images, c'est bon, arrêtez tes conneries. Ou alors, soit tu prends qu'un match de suspension, soit tu prends pas de match de suspension. Ça, j'y crois pas par contre. Je crois pas que Schneiderlin prenne pas de suspension. Je pense qu'il en prendra un dans tous les cas. C'est ça. ouais, ouais. Mm. Parce que pour rattraper cette erreur, tu te dis, bon, ben, dans ce cas, t'es pas suspendu. Mais bon. Non, ça, à mon avis, il Pour moi, ça va retirera être un carton rouge. un suspendu ou un plus un sursis, quelque chose comme ça. Mais En tout cas, s'il y a 2 matchs après visionnage des, euh, des images, c'est quand même scandaleux. C'est quand même Bah, de scandaleux toute façon, l'action en elle-même, déjà de base, est scandaleuse. Donc tout ce qui va en découler sera scandaleux. parce que ce qui est aussi assez paradoxal cette année, c'est qu'on a quand même un championnat extrêmement plaisant, avec des équipes qui jouent, des recrutements assez intelligents. Je veux dire, ça fait des années quand même qu'on n'a pas vu ça, avec des scénarios rocambolesques, des 2-0 qui sont remontés à 3-2, il y en a eu je ne sais combien depuis le début de saison. Et malgré tout, on a toujours ces erreurs d'arbitrage qui viennent entacher ces Pourquoi? rencontres. C'est Parce que dommage, c'est toujours les mêmes, c'est pas à l'image du niveau qu'on a du championnat en ce moment en fait. parce que c'est toujours les mêmes arbitres. Parce que t'as pas de petits nouveaux, parce que c'est toujours les mêmes, parce que c'est du copinage, parce que c'est comme ça. Donc tu sais, c'est un peu, sans faire un parallèle trop foireux, mais on se dit souvent, au niveau politique en France, on dit, ouais, mais c'est toujours les mêmes têtes. C'est toujours les mêmes qui sont élus. Ben, c'est normal, c'est toujours les mêmes têtes. Le jour où il y aura du changement, il y aura la nouveauté. Si on ne fait pas de changement au sein de l'arbitrage français, il y aura toujours les mêmes problèmes parce que ce seront toujours les mêmes arbitres. Le Texier ne va pas devenir bon du jour au lendemain, hein. C'est une quiche, c'est une quiche, hein. Je pense que tu vois, c'est encore plus profond que ça. C'est-à-dire que finalement, quand tu vois un mec comme Le Texier, euh, je pense pas qu'il soit foncièrement mauvais, tu vois. Mais peut-être que dans la formation qu'il a reçue, dans les apprentissages de base qu'il a reçus, ben, c'est pas forcément l'approche Ah oui, après, tu as la- peut-être raison, il y a peut-être un problème l'approche d'aujourd'hui qu'on attend. en amont. Nous, ce qu'on veut, enfin moi, si j'étais arbitre, mais ce serait un kiff énorme. C'est le sourire, c'est le côté, une approche plus pédagogique Mais ça, c'est que aussi ton caractère qui fait ça. c'est. C'est aussi ton caractère qui fait ça. Ouais, ouais, ou alors t'es certainement conditionné aussi
par des apprentissages, je sais pas, oui, sans doute, c'est une part du caractère, une part de ta formation, hein, c'est ça qui te forge aussi, hein, d'une certaine façon. Mais tant qu'il n'y aura pas de réorganisation de l'arbitrage et justement un coup de balai là-dedans, on assistera toujours à ça. C'est-à-dire que ce Exactement sera ça. toujours Ouais, les, ouais. ce sera toujours pareil parce que tu vois, tu disais, j'aimerais bien voir des arbitres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il y en a, ça existe. Mais ces gens-là, ils sont toujours mal notés. Donc, Ils sont pas mis en avant. Ils sont pas mis en avant parce qu'on ouais, ils préfère sont pas mettre. mis en avant. Ouais, c'est ça, on préfère garder au poste ceux qui sont habitués, les Turpins, les Texier, les. Hein. C'est comme ça. C'est l'omerta de l'arbitrage. Et pourtant, même au niveau amateur, il y a de très très bons arbitres. Et Mm. Et que tu verras la- jamais. l'accession pour arriver à la Ligue 1, elle est quasiment C'est impossible. c'est Ouais. impossible, c'est impossible. Alors, pour le coup, du coup, à mon échelle, j'étais arbitre bon, en district, hein, mais disons que si déjà t'as pas commencé en pôle espoir à 15-16 ans, si t'as pas été repéré par la fédération française, oui, c'est la FFF, Oui, c'est la c'est FFF. la Ouais, c'est ça. FFF, Mm. si t'as pas été repéré, disons que déjà t'as énormément de retard. Mais c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il arrive à 21-22 ans, il a jamais arbitré, et il s'avère être très très bon. Du coup, bah, il est pénalisé par rapport au fait qu'il lui manque aux yeux des formateurs et du système ces 5-6 années d'expérience, alors que finalement, si la personne elle est forte, elle est compétente, bah, t'as pas besoin d'avoir autant d'expérience que ça. C'est le Je- problème. Hmm. Donc bon, Bon, écoutez, après, j'ai remarqué qu'il y avait des anciens joueurs qui devenaient arbitres qui étaient tout aussi mauvais. Hein, pas compris. Oui, Oui, oui. oui, oui, oui. On voit Stinat, par exemple. Enfin, il y a Stinat, je crois qu'il y en a un autre. Angoula, Gaël Angoula. Angoula. oui, oui, Angoula. oui, Angoula. Mm. effectivement. Le mec, c'était un fracasseur de tibia quand il était joueur. Il est devenu arbitre hyper sévère ou hyper mauvais, je sais pas, mais t'es un Les milieu deux. d'un garçon, tu cassais des dents dans tous les matchs. Qu'est-ce que tu nous fais là? Mais juste pour terminer un peu ce débat sur l'arbitrage, enfin, moi j'ai deux arbitres qui me viennent en tête, des arbitres qui nous ont marqué, je pense tous, Pierluigi Collina et Howard Webb. Je veux dire, c'est quand même des. Ou alors il faut peut-être être chauve pour être très bon arbitre, je sais pas, mais Possible. c'était quand même des arbitres caractériels, des arbitres qui avaient la maîtrise de leur match, mais qui s'autorisaient quand même, voilà, un sourire, une petite tape amicale, je veux dire, Oui, kiffez, ils étaient humains. kiffez les gars. Genre, le Turpin qui fait des Neymar, Di Maria, et des Paqueta tous les week-ends. Attendez, mais il y en a combien qui rêveraient être à sa place? Combien? C'est-à-dire, ils sont autant chanceux que les joueurs hein, à leur échelle, hein. Alors, à une différence près avec Pierluigi Collina, c'était que lui avait très bien compris le rôle qu'il avait et l'importance qu'il avait dans le jeu, de par sa personnalité, de par son histoire, de par son physique aussi, parce qu'il était impressionnant. Que de temps en temps, il se permettait quelques fantaisies parce qu'il se disait, moi aussi, j'ai envie d'être un peu la star du match. Et tu avais quelques décisions, des fois, où tu te dis, ça, c'est pour se faire le joueur, tu vois. J'ai en mémoire. Barthez te dira qu'il n'a pas un très très bon souvenir de Pierluigi Collina globalement, tu vois. Trois matchs de Coupe d'Europe, que ce soit en équipe nationale ou en club, et trois fois, il prend soit pénalty, soit un carton rouge. Donc, tu vois, il se dit, je suis pas très très fan de Starbit, quoi. Ouais, après, de manière générale, je pense quand même qu'il a laissé une empreinte Non, assez. bien sûr qu'il a laissé Puis c'est le premier arbitre déjà au monde qui apparaît sur la jaquette d'un jeu de foot. Donc c'est pour te dire à quel C'est point ça, tout à fait, tout à fait. il a marqué l'histoire. Et puis donc, il y a eu quand même un match après, hein, le match après, Et après cette expulsion, où on a vu donc un OGC Nice plus regroupé, qui a verrouillé l'axe, comme tu le disais, Bertigno, et qui a par moi un peu, j'ai envie de dire, serré les fesses, hein, notamment en première mi-temps, pour ne pas subir ce but égalisateur. Puis cette deuxième mi-temps, de manière générale, Alric, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, de cette deuxième partie de match? On a vu un Nice solide. Est-ce que t'as eu peur déjà? Bah, oui, alors on prend en début de seconde mi-temps, je crois que oui, parce que quand même, on va dire ce qui est, on a été très regroupé dans notre moitié de terrain, avec un Brest qui était ultra dominateur, qui a très peu cadré, enfin très peu cadré, qui a cadré parce que Benitez a fait quand même 9 arrêts, donc il faut quand même se dire que la victoire, elle est aussi pour lui, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'occasions pour Brest. Après, plus le match avançait, plus on se dit le temps joue avec nous.
Et donc forcément, il y allait y avoir un moment où Brest allait se découvrir. Et à partir du deuxième but d'Andy Delors, c'était terminé. Moi, je savais que la victoire, on repartait avec. Il y avait très peu de chances qu'on prenne un but de casquette et qu'on se fasse peur dans les dernières minutes. Après, le but de Gouiri, il est anecdotique. Les mecs se jettent tous à l'abordage. Ouais. Lui, on sait comment il est. Quand il est rentré à la surface, quand il est rentré aux abords de la surface, j'ai dit, il fera jamais la passe à Thuram, il a envie de marquer, il va faire son crochet, envoyer une patate. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc 3-0, c'est plutôt flatteur, parce que franchement, si Benitez n'est pas présent, on peut en prendre pas mal. Mais oui, à partir du moment où on a su faire le dos rond dans les moments difficiles et que Andy Delors claque son but en rentrant, le match ne pouvait plus nous échapper. Effectivement. Bertigno, toi, justement, un avis sur cette deuxième partie de match. Il y a eu des moments un peu tendus, comme on disait, mais on a quand même vu un Nice assez solide, très solidaire. Solidaire surtout, ouais, c'est un solidaire. Ouais, c'est surtout ça. Bon, on a pris le rouge, on savait qu'on allait subir, on allait souffrir. Donc, Galtier, il a bien compris hein, les deux lignes de 4. Bien solidaire, bien bloquer le milieu, forcer l'adversaire à passer par les côtés et à centrer. Il savait très bien que dans la surface, il y avait Dante et Todibo. En général, dans le jeu aérien, c'est quand même, je pense, une des meilleures paires de Ligue 1. T'avais quand même un Et, client. T'avais quand même un client face à eux. Hein. oui, oui, mais il y avait un client, là où tu as deux joueurs qui sont souvent très bien placés, qui savent très bien anticiper. Et Benitez, bien sûr, qui fait des très bons arrêts. Hein. Le gardien, très important. Hein. C'est lui qui aussi nous rapporte les points là, sur ce match-là. Donc, non, on a bien su défendre, mais de toute façon, on sait le faire depuis le début de saison. Donc, on a très bien défendu et derrière, on a su se projeter quand il fallait. On a eu d'autres occasions avant de marquer le deuxième et le troisième but. Hein. On en a eu une ou deux grosses occasions par Gouiri. Mais oui, globalement, à 10, on a bien géré le match. Mais aussi, on est tombé sur une équipe de Brest qui a un petit peu paniqué, je pense. Dans le sens où ils voulaient marquer vraiment dès que possible pour revenir au score et ensuite gagner. Et je pense qu'au final, ils se sont un peu cassés les dents à vouloir tout faire trop vite sans y mettre la précision et la qualité. Tu rejoins cette analyse, Jérôme, je suppose, par rapport à cette deuxième partie de match et à cette supériorité numérique de Brest sur cette partie. Oui, totalement, je suis d'accord avec Bertigno. Du coup, sur ce point-là, c'est que on s'est précipité, hein, comme je disais tout à l'heure dans les statistiques, c'était affolant. 60 centres, je crois que c'est 26 occasions, 10 tirs cadrés. Donc Un voilà, manque de maturité, hein, globalement. oui, voilà, c'est ça. Mais ce que je disais aussi un petit peu en off tout à l'heure, c'est que nous, on ne sait pas faire ça. Quand on nous laisse le jeu, bah, nous, on n'est pas organisé. On est justement désorganisé parce que là, c'est vrai que du coup, Galtier a bien joué aussi en deuxième mi-temps, c'est qu'il a fermé l'axe. Donc, ce qu'il a fait passer par les côtés, je ne sais plus qui disait à la fin du match, je crois que c'est Honora, qui disait on a essayé l'axe, mais on voyait très bien que ça passait pas. Donc, on est parti sur les côtés et on a centré, toujours centré. Évidemment, il y a eu Benitez qui a fait 9 arrêts. Oui, voilà, il est pour beaucoup aussi dans les points de Nice pour ce match. Mais oui, on a senti des Brestois. C'est Honora aussi, le coach l'a dit aussi en conférence de presse. On aurait pu jouer 3 jours, 8 jours. Ouais, on jouait 8 heures, on ne peut pas marquer. C'est ce C'est qu'elle dit ça. Nora. Hein. Donc, voilà, mais après, sur la défense, c'est vrai que comme on était tous à chercher à vouloir marquer, bah, la défense, elle n'était plus là derrière. Les deux buts en compte qu'on se prend par Delors et par Gouiri, bah, voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on cherche absolument à égaliser le 1 partout. On se prend le deuxième but, puis le plus anecdotique, c'est le troisième but, parce que c'est à la 93e minute. Mais voilà. Mais on a senti un Brest, oui, désorganisé, parce qu'habituellement, nous, on joue en bloc assez bas, compact, et on remonte, en contre-attaque, on remonte très vite, grâce à Honora, grâce à Fèvre, grâce à Le Doiron, qui perce assez facilement les lignes. Et puis, et là, bah, on s'est retrouvé à faire le jeu, du coup, en précipitation. On s'est dit, bon, bah, on va passer par les côtés, on va passer par l'axe. Mais on a senti, oui, un Brest complètement, un petit peu perdu sur le terrain, on peut le dire. Mhm.
Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis un Fèvre que j'ai trouvé quand même bien isolé aussi. Oui. Il était au milieu du quatuor Rosario, bon, Boudaoui, Thuram, pardon, Todibo et Dante. Et au final, tout le jeu de Brest passe par lui habituellement. Donc là, le fait qu'il soit isolé, ta dernière option, c'est centrer pour toucher Mounier. Et au final, on a bien su gérer ça. Donc, Il y a eu une autre chose aussi, c'est que là, c'était Lannes qui était titulaire à la place de Belkebla. Et à des moments, on voyait pendant le match, surtout en deuxième mi-temps, que Fèvre et Lannes se marchaient dessus, en fait. Et du coup, ça a beaucoup, on va dire, ça a beaucoup freiné notre jeu de passe, parce qu'en fait, ils étaient pas sur, enfin, les problèmes de placement, c'est-à-dire que Lannes était dans l'axe, évidemment. Fèvre était aussi dans l'axe, donc il y avait et Agoumé qui a essayé de jouer sur un côté à un moment. Enfin voilà, il y a eu des échanges comme ça, mais on a trouvé que le milieu de terrain aussi, le milieu de terrain créateur, le milieu de terrain défensif, n'était pas sur la même longueur d'onde de l'équipe. Ouais. Je pense que Fèvre, dans le dispositif, est-ce que c'est pas non plus dommage que de le laisser sur un côté en fait? Parce qu'il a quand même besoin de toucher des ballons. Là, donc sur la composition de base, c'est un 4-4-2 avec Le Doiron, Mounier devant, et sur les côtés, Honora, Fèvre. Je connais pas Fèvre par cœur, mais dans le style de jeu, tu te dis, le mec, il a besoin d'être dans le cœur du jeu. Donc il dézonnait Oui, quand oui, même oui. vachement, et ça fait que ça rejoint un peu cette idée, je pense, de désorganisation tactique qui fait que bah oui, tantôt il se trouvait à droite, tantôt il se trouvait dans le centre. On n'arrive pas, on n'a pas réellement pu le trouver, Fèvre, au cours de ce match. Oui, c'est ça, c'est que l'habituel. Enfin, il a été replacé par Dezargarian, il joue sur les côtés, mais il le dit lui-même, il est meilleur dans l'axe. C'est un créateur de jeu, c'est quelqu'un qui perce facilement les lignes, c'est quelqu'un qui est au niveau passe aussi est assez performant. Et c'est vrai que quand il joue sur les côtés, bon, il échange souvent avec Honora, mais voilà, on voit qu'il y a une petite perte offensive de Brest quand il joue sur les côtés. Et quand on le voit repartir quand il vient chercher les ballons vers la défense, le milieu de terrain, et qui part dans ces petits gestes techniques et qui trouve assez facilement ses partenaires, que ce soit Le Doiron, Mounier, Honora, c'est là qu'il est le meilleur. Mhm. Mais moi, je pense que à un moment donné, c'est ce qu'on disait un peu avant, il y a aussi un manque de maturité du côté brestois par rapport à cette précipitation dans la construction des actions. Et c'est justement le parallèle, c'est que là où il y a un manque de maturité des Brestois dans le fait de créer et de finir les actions en supériorité numérique, je trouve que l'OGC Nice a fait preuve d'une certaine maturité, pour le coup, de prendre le temps, de se dire, OK, on va prendre la foudre, mais on va rester solidaire, on va rester groupé, on sortira quand ce sera le moment. Alors bien sûr, on n'a pas le même effectif que celui de Brest, on n'a pas les mêmes joueurs, la même qualité sur le terrain, mais ça faisait justement plaisir de voir une équipe de Nice qui prenait conscience qu'elle avait parfaitement toutes les cartes pour remporter ce match. Il fallait juste ne pas se tromper dans les décisions. Et je pense que c'est là où ça a pêché côté brestois. C'est que comme il y avait euh, supériorité numérique et pendant plus de 70 minutes, on s'est dit vite, vite, si on arrive à égaliser, on pourra en remporter le match juste après. Alors que justement, il reste 70 minutes et pendant plus d'une heure de jeu, on va pouvoir être en supériorité numérique. Il fallait prendre le temps, je pense, de fatiguer cette équipe niçoise en passant par les côtés, en étirant le bloc, en revenant, en alternant, pour ensuite se dire on aura forcément un moment où on pourra piquer. Mais comme ils sont allés trop vite, nous, à un moment donné, on a réussi à lire leur jeu, notamment dans l'axe, et c'était terminé. Terminé. Puis je pense qu'on aime ce genre de configuration. Mm. C'est-à-dire défendre, être solidaire et solide et péter en contre. À la base, c'est un peu le style, le style Galtier aussi, hein. Euh, donc Oui, parce que ça se base sur un gardien, ça se base sur une défense solide, sur un solide. gardien qui prend pas de but. Tu sais, il y avait une stat avec Mike Maignan lors du titre de champion où il y a plus d'une vingtaine de clean sheets dans la saison, donc c'est parfaitement
son style de jeu à Christophe Galtier. Donc Ouais. tu penses qu'on va être champion de France, Alric, c'est ça que tu es en train de dire? Non, non, non. Ce que je dis, c'est que c'est intéressant de voir l'OGC Nice, justement, qui, avec tous les résultats favorables qu'il y a eu pendant cette journée, notamment la défaite de Rennes face à Lens, a su prendre le bon premier virage de cette deuxième partie de saison. Et d'autant plus qu'on prend pas de but, on gagne à l'extérieur, donc on poursuit une très bonne dynamique à l'extérieur. Il faut savoir qu'on est premier, je crois, des équipes à l'extérieur, après cette victoire. Et surtout, tu prends pas de but, tu gagnes à l'extérieur, mais tu marques 3 buts. Donc pour la différence de but, c'est quasiment un point en plus. Trois, Ça comptera. Hein. 3 buts marqués par nos 3 attaquants, je rajoute. Et Plus un Gouiri qui se retrouve avec, en plus de ça, une passe décisive et qui reste le deuxième joueur de Ligue 1 le plus décisif derrière Kylian Mbappé, avec 14, quasiment 14 buts, dans le sens où soit il les donne, soit il les marque. En ayant un trou d'air de plus d'un mois. Hein. Et en ayant une période de 5 matchs sans avoir été décisif. Et en ayant raté 2 pénaltys, enfin, on connaît l'histoire. cette seconde place qui n'est plus maudite, hein, parce que Pour le coup, il y non. avait une malédiction avec les équipes situées à la deuxième place, où à chaque fois qu'une équipe placée en seconde, seconde position galérait à la maintenir. Mais attention parce que par contre, Olympique de Marseille a un Un match en match en retard. moins, tout à fait. Voilà. Et que ce jour-là, le jour où il y aura le match de rattrapage de Lyon-Marseille, on sera tous pour Lyon. C'est ça. Il ne faut surtout pas que Marseille récupère sa place. Ah, mais j'ai toujours apprécié l'Olympique Lyonnais, moi personnellement. Je pense qu'ils vont vraiment. Voilà, donc Aulas, c'est mon J'a- truc. J'adore Monsieur Aulas. Voilà, c'est. Non, forcément, Lyonnais dans l'âme, en fait, c'est pour ça, mais on peut pas le dire. Jérôme, moi j'ai envie de te poser une question sur Christophe Herrel, parce que, Oui. alors, de loin, du moins de ce qu'on a pu lire, il revient bien depuis plusieurs matchs, titulaire indiscutable. Tu me coupes si j'ai Oui. une bêtise en charnière avec Chardonnay. Oui. Il me semble qu'au match aller, il n'était pas disponible. Je me rappelle pas de l'avoir vu Non, jouer. non, non, il était pas là. Donc, est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu penses de son intégration, de son rôle de titulaire? Comment tu le trouves en fait dans ses performances, Christophe Herrel? Bah, le renouveau de Brest, hein, quand la dernière défaite, avant notre grande série d'invincibilité de 8 matchs, donc c'était 2 nuls et 6 victoires d'affilée, c'est le retour d'Herrel. Voilà, c'est quelqu'un qui est venu avec son expérience stabiliser la défense. Parce qu'on avait Brassier, si je me rappelle, Duverne qui était catastrophique, maintenant qui est arrivé sur le poste de latéral. Mais voilà, on s'est testé plusieurs fois avant d'arriver à la paire Herrel-Chardonnay. Et franchement, il est rassurant. C'est un joueur voilà, qui a stabilisé la défense. Est-ce que aussi rechercher Michel Derzakarian, c'est-à-dire que quand nous, on joue en bloc bas aussi, assez compact, en 4-4-2, c'est stabiliser une défense et avoir un bon gardien. Lui, c'est ce qu'il voulait à la base. Hein. Après, Bizot, il est un petit peu décrié, un petit peu sur Brest. Mais voilà, d'abord avoir une bonne défense avant de lancer, avoir une bonne attaque. Quoi. Et du coup, d'avoir RL, ça a stabilisé la défense, ça a apporté de l'expérience. Et depuis qu'il est arrivé, franchement, alors moi, ce que je reproche sur ce match-là contre Nice, c'est d'avoir voulu à tout prix aller marquer un but contre son ancienne équipe. Et ça, du coup, il en a oublié qu'il était défenseur des fois. Donc voilà. Ouais, Mais autrement, il tente ce geste improbable, là, cette retourne acrobatique. Ça, c'est. Alors que c'est étrange parce que 10 minutes avant, il se roulait par terre. Non, non, on va rien dire, on va rien dire, on va rien dire. On va rien dire. Bah, moi, j'avais une question par rapport au gardien, Jérôme. Hmm. oui. Gauthier Arseneur qui était quand même un titulaire indiscutable à Brest pendant plusieurs saisons et qui en plus réussissait très bien face à Nice puisqu'on n'a jamais réussi à lui claquer un but. Enfin, sauf la saison dernière quand lorsqu'on gagne 3-2. Mais comment ça se fait qu'il a perdu sa place au profit de Marco Bizot? Bah, c'était déjà un problème l'année dernière parce que avec l'ancien coach Olivier Dalloglio, il y avait eu un petit quiproquo
Il avait déjà perdu sa place de titulaire. C'était Cibois qui l'avait remplacé. Ça a été catastrophique. Donc, du coup, il est revenu comme titulaire. Et l'arrivée, quand Dalloglio est parti, avec l'arrivée de Derzakarian voulait un gardien d'expérience, voire un gardien international. Il voulait quelqu'un, en fait, avec de l'expérience et là, il a 30 ans, hein, Bizot, je crois. Donc voilà, de l'expérience, un petit peu d'âge, de maturité. Peut-être aussi pour apporter justement aux gardiens, parce que c'est vrai que les gardiens à Brest, ils étaient jeunes. Il y a l'Arseneur qui a 23 ans, je crois. Il y avait Cibois qui a 22 ans, 22 ou 23 ans. Et le troisième gardien, c'est l'équipe réserve. Donc il y avait trop de jeunesse pour lui et il voulait un gardien d'expérience. Et du coup, l'Arseneur a perdu sa place. Après, il y a évidemment les supporters bien chauvins brestois, comme je fais partie, hein, mais qui aiment bien Gauthier Larseneur parce que voilà, c'est un bon gardien et on peut pas le nier. Mais il a un manque de maturité des fois sur certains matchs. Mais on voit aussi à côté que depuis qu'il est sur le banc, sur les matchs, dans les matchs, c'est lui qui donne le plus de voix. D'ailleurs, il s'est pris quelques cartons jaunes sur le banc, hein. Mais voilà, une vocation. il n'abandonne pas, quoi. C'est le Johan Cardinal Brestois, en fait. C'est ça. Il abandonne pas, quoi. Il est derrière ses potes. Enfin voilà, il reste pas en retrait en fait de l'équipe. Il accepte cette place numéro 2. Il joue en Coupe de France, hein, d'ailleurs, mais voilà. Mais c'est aussi à lui de regagner cette place, hein, parce que c'est vrai que Bizot est beaucoup décrié. Alors, sur les 3 buts de Nice, il peut pas grand-chose, hein, je suis désolé, mais peut-être sur le deuxième de l'or, mais bon. Le deuxième, c'est quoi déjà? Ah oui, le deuxième. Ah oui, non, le deuxième, bah, il peut rien faire sur les 3, hein, parce qu'il a un peu abandonné. Alors, franchement, c'est pas évident. Dire qu'il ne peut rien faire sur les 3 buts, pour moi, le Le troisième, premier, il peut rien faire parce que c'est placé petit filet, il peut rien faire. Oui, le dernier, c'est quand même costaud, hein. Le troisième, Le troisième, il lui arrache la cage, donc il ne va pas faire grand-chose. Le deuxième, avec le face-à-face avec Delors, je pense qu'il peut mieux le négocier. Après, le but de Dolberg, pareil, hein, il est masqué par ses joueurs et puis vraiment, il est petit filet, donc il pourra aller Voilà, le chercher, et puis, c'est un petit peu compliqué. ce que je disais par rapport à ce but-là, c'est que c'est un but 100% Ajax. C'est un but typiquement dans la tradition de ce que faisait Dolberg à l'Ajax. C'est cette grosse frappe à l'entrée de la surface, toujours bien placée. C'est ça en plus qui est incroyable avec Dolberg, c'est que qui marque ou qui marque pas, si on lui donne le ballon, c'est cadré. Mm. Et on voit que grâce à Kluivert, il reprend confiance. Donc si Kluivert continue à jouer à ce niveau, Dolberg redeviendra l'attaquant qu'on a voulu lorsqu'il est arrivé et qu'on n'a pas encore réussi à avoir pleinement. Et tout le monde le dit à Nice, hein, c'est les joueurs, les coachs, c'est un sniper, hein, Dolberg devant la cage. C'est puissant et placé. Hein, c'est pour ça qu'il faut qu'il reste. C'est pour ça que moi j'aimerais qu'il reste plus dans la surface, qu'il fasse peut-être un peu moins de jeu défensif. Maintenant, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que veut Galtier. Après, son jeu en pivot, dos au but, c'est un mec qui tombe quasiment jamais, ou alors quand il tombe, il y a faute. Mais non, il est impressionnant parce qu'en plus, physiquement, j'ai l'impression qu'il est en train de se retrouver. Je pense qu'il a peut-être assimilé plutôt bien son traitement par rapport au diabète. Et ça, c'était la crainte qu'on pouvait avoir. Non, s'il finit à 10-12 buts à la fin de la saison, ce serait une très très bonne saison pour le coup. On est raté presque 3 mois. Et c'est ça, ouais. Puis ça part pour 35 millions à Offenheim, puis on est content, quoi, après. Non, ça partira pas, tu dis pas des choses comme ça. Parce que si on se qualifie pour avec des champions, il reste. Je vous rejoins complètement par rapport à Dolberg. Je trouve qu'il a pris une dimension depuis quelques matchs où vraiment physiquement il est beaucoup plus affûté, beaucoup plus solide sur ses appuis. Et le but qu'il met aussi, confiance. La confiance. S'il n'avait pas la confiance, il n'attenterait jamais celle-là. La facilité avec laquelle il arrive à mettre une frappe placée, petit filet, ras du sol et une frappe sèche. Je veux dire, c'est coup de pied. Hein. C'est pas un enroulé, hein. C'est une frappe sèche. C'est juste beau. Après, bon, on parlera de Dolberg et de son futur, je pense, dans d'autres émissions et plus tard dans la saison. Je pense que malgré tout, ça reste sa dernière saison à l'OGC Nice, peu importe l'issue. Mais Ligue des Champions, peut-être que. Ne me
parle pas de Ligue des Champions, Alric. Là, je vais être en manque de vitamines, là, je pense. Là. Alors justement, moi je lance un débat très rapide de Allez, c'est quelques jours. parti. Non, 12 mais janvier. 12 janvier. très vite. Non mais très vite. Vous préférez, et même Jérôme, tu pourras nous donner ton avis. Vous préférez être en Ligue des Champions tout de suite ou on va dire prendre une compétition qu'on connaît déjà, la Ligue Europa en phase de groupe, donc finir quatrième. T'es un copieur, Alric, parce que j'avais déjà posé la question lors d'une autre émission. Mais c'est pas grave. Vous pouvez répondre à la question d'Alric. Alors attends, non. Vous préférez avoir la Coupe de France et finir en Europa League ou ne pas avoir la Coupe de France et finir en Ligue des Champions? La Coupe de France et l'Europa League. Coupe de France, hein. Mais de grands malades. Ça Voilà. fait 200 ans qu'on n'a pas gagné un trophée aussi. Et juste gagner un trophée, ce serait déjà très très bien. Non, mais après, au-delà du trophée, voilà, moi je pense que c'est mieux une Europa League en phase de groupe ou alors une troisième place plutôt qu'une Après, deuxième place où tu te fais où tu vas te faire tordre. Il y a Après, c'est un avantage avec les moyens que Ineos a, c'est que si tu joues avec des champions, le fair play financier, ça va pas être le même. Donc ça peut te permettre de faire des joueurs que tu ferais pas si tu es en Europa League ou non qualifié en Europe. Là, si tu es en Ligue des Champions, avec le portefeuille d'Ineos, tu peux viser du gros calibre, quoi. Tu peux, mais pour faire quoi? Parce qu'on n'a aucune expérience dans cette compétition. Non, bah, l'objectif, c'est toucher une troisième place et être reversé en Ligue Europa derrière. Oui. Et voilà, après, tu fais ton parcours en Ligue Europa avec une bonne équipe et tu essaies d'aller le plus loin possible, hein. Mais de toute façon, oui, la Ligue des Champions, sous les 2 ans, faut pas croire qu'on va jouer les huitièmes de Après, finale. attention, parce en fonction de ce qu'on fait, tout le mercato qui va suivre va en découdre. Et Ah oui. le problème, c'est que en fonction de comment ça se passe, tu as des joueurs qui vont dire oui, alors moi j'attends de savoir définitivement ce que vous allez jouer, et puis tu retardes ton mercato, et puis c'est compliqué. C'est pour ça que soit on finit deuxième, soit on finit quatrième, ou troisième, mais on n'aura pas les. Je... Et C'est pourquoi ça. pas premier champion, non? Je sais Non, pas. oula. Non, mais quand on voit Paris, je suis désolé. Bon, ils ont les joueurs qu'ils ont, mais cette année, c'est une catastrophe. Non, Mais mais ouais, mais attends, au final, attends, au Jérôme. final, ils ne perdent pas contre Lyon. Ils sont Jérôme, catastrophiques, mais ils ne perdent pas. Jérôme, c'est une catastrophe. Dans le contenu. Parce que dans les Oui. résultats, C'est fort. c'est Dans toujours les solide. résultats, Ils oui. ont 47 Bon, après, points. voilà. Ils ont T'enlèves 47 points. Mbappé, Ils ont 11 points de plus que nous, qui sommes seconds. Pour moi, à l'heure actuelle, la Ligue 1, elle est bouclée. Elle est bouclée. Ah. Euh, Après, si Pour on moi, affronte cette équipe-là en Coupe de France, on est tort. nous, on est encore en Coupe de France, si vous voulez nous affronter, il n'y a pas de souci. Bah, en quart de finale. Voilà en demi, du coup. Donc on a la place de demi déjà faite. Non, moi, ce que je pense, c'est que sur la phase retour, Paris va être engagé donc, en Ligue des Champions. Ils vont avoir fort à faire et je pense qu'ils vont laisser beaucoup de points. c'est possible. Je suis pas convaincu. Moi, je Possible, pense que mais- justement, ils ont bégayé depuis le début de saison, tout en ayant des résultats. Mais une fois que la locomotive sera en route, à mon avis, ça va faire mal. Je dis pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Mais Non, mais je suis assez d'accord avec Jérôme parce qu'ils auront besoin d'aller loin en Ligue des Champions. Ouais. Parce que là, ils ont Messi. Et donc ça, c'est l'argument qui fait qu'ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de faire moins bien que demi-finale. ils vont se faire, Disons que ils vont se faire les sortir matchs par le Real. juste avant et juste après la Ligue des Champions en Ligue 1, ça va être les matchs où je pense qu'ils peuvent perdre des points. Mais honnêtement, là, pour se préparer pour ces événements-là, ils auraient tout intérêt à se mettre en condition et à jouer les matchs à fond pour envoyer du lourd, quoi, pour se mettre bien en jambes. Et- Tu peux pas laisser tomber la Ligue 1 et jouer les matchs à 10% et après te demander d'être à 80% pourtant, c'est contre ce le que Bayern ou des trucs comme ça. Et pourtant, c'est ce que font les trois gars. Enfin, les trois gars. La moitié de l'effectif parisien, c'est ce qu'il fait. Hein. Et ouais, mais c'est pour ça qu'ils performent pas plus, parce que tu as des équipes comme le Bayern, le Real, tous les week-ends, ça joue pour gagner, ça joue à 100% et ça triche pas. Et au final, ils sont en condition pour les matchs de Ligue des Champions. Parce que Messi, tu crois qu'il a été recruté pour en remporter une énième Ligue 1? Il s'en tape le fion. Lui, ce qu'il veut, c'est avec des champions. Oui, clairement. Je crois même qu'il est très Il déçu est qu'il là n'y ait pour plus la Coupe de la Ligue parce que vraiment il a signé à Paris pour la Coupe de la Ligue. Moi, je suis déçu qu'elle y soit plus, cette coupe. Ah, parce c'est- que franchement, en 4 matchs, tu es au Stade de France. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon. Mais les gars, juste pour recentrer un peu le débat, des performances individuelles que vous souhaitiez mettre en avant dans ce match. On a parlé de Dolberg, on a mentionné Gouiri.
Bertigno, comment ne pas mentionner le match de Rosario? Ouais, Rosario, hein, Rosario, au début de saison, il était impressionnant et contre Brest, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le même Rosario, présent à la récupération, au duel, imbougeable. Il est vraiment très très solide au duel en 1 contre 1. Et puis même là, techniquement, il nous a offert des belles passes, des beaux décalages. L'ouverture sur Dolberg en demi-volée là, pour offrir l'occasion de but, elle est phénoménale. Non, sur Donc, Gouiri. oui, Sur sur Gouiri. Gouiri. Ouais. Ouais, pas Dolberg. Ah oui. Ah non, je me suis trompé, pardon. Sur Gouiri, oui, elle est incroyable. Et ça, il le faisait moins là les derniers mois. Il était un peu plus en retrait, un peu dans le jeu simple, mais voilà, il apportait pas énormément et pas tout ce qu'il apportait au début. Et là, on a retrouvé du vrai Rosario qu'on a connu au début de saison. Alric, Rosario, un petit commentaire ou alors peut-être d'autres joueurs Bah, que tu non, souhaiterais mais mettre en avant? Rosario, je risque de paraphraser ce que vient de dire Vincent. Donc, du coup, oui, Rosario a fait un très bon match. Puis surtout, c'est intéressant parce que moi, je m'inquiétais parce que je me disais, Lemina n'est pas là. Lemina, c'est lui qui tient le milieu de terrain. Rosario, il est dans le mal un petit peu depuis quelques matchs. Est-ce qu'il va arriver à se montrer? Et puis là, il a clairement joué pour deux, puisque pendant 70 minutes, il s'est retrouvé tout seul. Et il a été impressionnant. Impressionnant dans l'impact, impressionnant dans le comportement aussi. C'est un capitaine dans l'âme, il ne faut pas l'oublier, qui était capitaine au PSV Eindhoven. Donc dès qu'il y avait dès qu'il y avait du moins bien, hop, il parlait avec ses coéquipiers. Quand l'arbitre a pris sa décision complètement lunaire, ben, il n'est jamais tranquille. Les arbitres, il y va, il parle, il met un coup de pression. Très intéressant. Après, comment ne pas souligner le match de Benitez, qui nous donne 3 points, hein. Parce que 9 arrêts, c'est monstrueux dans un match. Alors, oui, Mais mais il fait un excellent match. Dire que c'est tu voulais que je parle de Todibo? C'est vrai que Todibo fait un très grand match. la charnière a fait un très grand match. Mais tu vois, Benitez, alors il fait des arrêts. Il en a fait un certain nombre. Euh, mais comme on se disait juste avant le début de l'émission, J'étais pas c'est là. pas des exploits. C'est pas des exploits. C'est des arrêts, il les a fait. Il a fait ses sorties aériennes. Bon, on va pas mentionner la dernière sortie qu'il fait où il est aux fraises complet. Mais il a essayé de la faire, alors qu'avant, il ne le faisait pas. Mais tu dois tout défoncer là-dessus. T'arraches tout, tu prends ton joueur, tu prends les attaquants brestois, tu prends pas le ballon, on s'en fout. Mais encore une Mais fois, tu te dis, enfin, je suis peut-être un peu trop, on va dire négatif sur ça, mais ça me change pas mon avis sur Benitez malgré son match contre Brest. Voilà, tout simplement. non, mais je suis d'accord avec toi, mais j'avais eu ce débat, je ne sais pas si tu connais, peut-être Bertino, tu vois qui c'est, mais Lauriane sur Twitter, Oui. elle est gardienne de but, enfin, c'est une ancienne gardienne de but, et elle disait peut-être que Benitez, c'est pas son jeu de jouer les sorties aériennes. C'est peut-être pas son point fort, mais c'est surtout peut-être pas son jeu. Peut-être qu'il ne le sent pas de jouer les sorties aériennes. Alors j'ai dit, mais quand même, les sorties aériennes, c'est quelque chose d'important dans le travail d'un gardien. Elle me dit, pas forcément. Ça dépend de ton coach, ça dépend de tes attitudes, ça dépend de comment tu le sens. Et peut-être que lui, il est plus fort sur sa ligne et au pied, et que dès qu'il faut jouer les sorties aériennes, c'est plus compliqué. Ah, Tu mais vois, par exemple, c'est Lloris, ça il a un jeu au pied dégueulasse, mais après, il compense par des sorties aériennes intéressantes et un jeu sur sa ligne incroyable. Mais il est mauvais au pied. Il vaut mieux ne pas se risquer à une erreur que de tenter quelque chose qu'on ne maîtrise pas, hein, de toute façon. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il fait quand même 1m90 et 90 kilos et qu'il a le physique d'un déménageur qui pourrait fracasser une, une- une surface de réparation. Mais si le mec, il ne le sent pas, il ne le sent pas. Après, il a essayé de le faire, il l'a plutôt bien fait dans l'ensemble. Mais comme elle me disait, un gardien déteste l'à peu près. Donc s'il ne sent vraiment pas, il ne va pas tenter le diable parce que s'il se loupe, on ne retiendra que ça. Ouais. Ouais, non, non, mais c'est assez juste. C'est assez juste. Jérôme, par rapport à ce match, est-ce qu'il y a des joueurs brestois ou niçois qui t'ont plu, d'autres qui t'ont déçu quel joueur tu souhaiterais mettre en avant? Bah, je soulignais ce qu'a dit Alric, hein, c'est Benitez, même voilà, si les arrêts sont pas spectaculaires, il Ils sont rapporte quand là. même, ils sont là, donc c'est sûrement l'homme du match.
Après, ouais, côté niçois, moi j'ai vu trois bons joueurs qui ont ressorti un petit peu du lot de mon côté, hein. C'est Rosario, Kluivert et Dolberg. Et puis une bonne rentrée de Delors aussi. Donc voilà. Et côté brestois, bah, je vais mettre toute l'équipe parce que j'ai pas vraiment un joueur qui ressort sur ce match-là. Euh, sur la défense, sur le milieu, sur l'attaque. Il y en a qui étaient moins bien. J'ai trouvé Honora moins percutant, moins efficace. Le Doiron aussi, un petit peu, on dirait qu'il a un petit peu perdu, même s'il a fait beaucoup de. Il a essayé, il est très très défensif aussi comme attaquant. Donc il va essayer de récupérer les ballons. Mais voilà, j'ai trouvé que l'attaque était moins en verve qu'habituellement, moins rapide. Euh, Après, la défense, elle a été un petit peu, un petit peu en deuxième mi-temps, surtout mauvaise parce que elle a voulu, comme toute l'équipe, aller chercher un but et du coup n'a pas défendu comme il fallait, n'a pas su se replacer au bon moment. Donc j'ai pas vraiment de joueurs brestois qui ressortent sur ce match-là. Ouais, effectivement, je te rejoins, Jérôme. Après la vue de ce match, il n'y a pas vraiment de Brestois, moi, qui m'ont vraiment surpris. Euh, Juste, j'aimerais qu'on dévie sur quelque chose. Après, on reviendra sur les performances individuelles parce que on n'en a pas parlé. Mais ce qui m'a plu au-delà de l'aspect défensif de ce match côté niçois, ça a été l'utilisation du ballon. Je nous ai trouvé dans le contenu, dans les transmissions, vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Alric, mais c'était fluide. C'était fluide. Il y avait peu de pertes de ballon, c'était réfléchi, il y a eu des séquences où on tenait la balle. Ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu une maîtrise technique comme ça, à un de moins en plus. Ah, ouais, mais justement, je pense que c'est parce qu'on était un de moins qu'on devait faire super attention dans l'utilisation du ballon et que chacun offrait des solutions en faisant attention de ne pas laisser des espaces. Moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'on ne fasse pas de tricotage. Tu sais, cette possession stérile qui ne sert à rien ou ce jeu hyper direct qui ne sert à rien non plus. Donc, moi, ce que j'ai plutôt apprécié, c'est ce qu'on avait vu en début de saison avec cette OGC Nice, c'est que quand tu fais une balle en profondeur, elle touche tout de suite un joueur. La passe de Rosario sur Guiri, le lancement de Rosario sur Kluivert, c'est du jeu direct qui correspond à ce que demande, à ce que aime mettre en place Galtier. Mais en plus, c'était réfléchi, et c'est pour ça que je parlais de maturité par rapport au logiciel. C'était réfléchi en prenant en compte le fait que, attention les gars, on est un de moins. Donc si on lance un joueur, il faut qu'on puisse assumer une perte de balle potentielle, ou alors que le joueur qui reçoit le ballon fasse la différence. Et on a été, à chaque fois qu'on était en phase offensive, bon, typiquement, on a quoi 4 tirs cadrés dans le match, 3 buts. Donc c'est réussite maximale, hein. C'est ça que j'ai aimé, c'est que devant les cages, on n'a pas bégayé. Il y a quelques semaines, Andy Delors, il nous aurait tenté un truc un peu bizarre et il nous aurait foiré. Non, là, il s'est dit, Contre Metz. hein. Une petite pichenette contre Metz. Oh ouais, là, on n'en parle toujours pas, on n'en parle pas, je sais toujours pas ce qu'il a voulu tenter pour ce truc-là. C'est pas une Mais voilà, pichenette, c'est une saucisse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de voilà, mots. Il y a pas de mots. mais là, justement, c'est ça, c'est qu'il s'est dit, si je marque, je tue le match. Et c'est ça qui a été fort, c'est notre efficacité. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a été hyper efficace. Et ça, je pense que c'est aussi la marque de fabrique du jeu en transition de Christophe Galtier, c'est quand tu es devant la cage, il faut que ça marque. Ouais, mais Et comme tu le c'est disais tout à l'heure, hein, c'est ça, c'est la solidarité du collectif, Ouais. la solidarité du collectif qui a fait que bah, vous avez gagné le match, quoi. Et ça, après, ça faisait, excuse-moi, mais après, ça faisait ressentir une espèce de sérénité. Genre, moi, à un moment donné, je n'avais plus aucun doute que le match allait être de notre côté parce que il y avait du danger côté brestois, mais on maîtrisait tellement côté défensif qu'il n'y avait aucun risque. Mais ça me rappelle le Saint-Étienne-Nice, là, cette saison, on gagne 3-0. C'est Ouais. pareil, il y a des actions, mais au final, notre jeu de transition est tellement fluide et organisé que ça paraît facile et devant, t'es tueur, quoi.
Et là, j'ai J'aurais plutôt dit retrouvé. Lille, tu vois, le match contre Lille Ouais, est pareil. différent par rapport Voilà. à ça. C'est vraiment on solide derrière et tueur devant, quoi. Mais C'est Saint-Etienne, ça. on avait quand même de mémoire beaucoup plus de situations qu'on en a eu Oui, oui, contre, oui. contre Ouais, Oui, mais Nice, oui. quoi. même ça compte. En fait, Saint-Etienne, c'est des cadavres, ça compte pas. En fait, tu joues face à personne. C'est vrai que c'était pas, Ils sont pas pas. top niveau, mais on avait été tueurs sur nos occasions, quoi. C'était. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Messieurs, d'autres joueurs que vous souhaitiez mettre en avant? Je pense qu'on peut aussi parler oui, du bon match de Gouiri, même en termes statistiques, hein, toujours présent. Tu le citais, Alric. Un but, une passe décisive, et puis aussi un but plein de confiance hein, et de lucidité. Hein. Oui, 93e. moi j'ai un sur la Je sais ce que performance tu de. vas dire. Je sais ce que tu vas dire et je suis pas d'accord, mais dis-le. Moi j'ai un mais sur la performance de Gouiri, c'est que avant son but, avant sa passe décisive, eh ben, c'est le Gouiri que j'aime pas depuis quelques matchs, où il fait beaucoup de dribbles, où il perd le ballon, où au lieu de simplifier son jeu, il essaie de faire des exploits individuels. À un moment donné, il fait 3 crochets pour se débarrasser d'un joueur, et ça s'ouvre devant lui, mais il fait pas sans retrait. J'ai envie de lui dire, mais donne la balle avant, donne la balle. Et si tu la donnes, tu pourras te démarquer et tu la retrouveras à la balle. Et ça, avant qu'il mette sa passe décisive et son but, et pour moi, c'était un match moyen de Gouiri, comme on le voit depuis plusieurs fois, plusieurs matchs déjà. C'est Mm. qu'il veut trop faire. En fait, il a plus de réussite comme avant. Et donc, il essaie de reprovoquer cette réussite. Et il essaie de repartir dans ses dribbles, dans ses machins. C'est bien, mais à un moment donné, simplifie ton jeu et tu verras que le jeu viendra à toi. Et encore, je l'ai trouvé un peu plus simple que les précédents matchs. Il a fait quelques décalages qui étaient sympas, un petit peu plus simples. Surtout, Avant ou après son but. défensivement, c'était une implication qu'il y a eu. Avant ou après sa passe décisive. Parce qu'après sa passe décisive, oui. Oui, mais il y avait Mais plus de bon. matchs. Il y avait plus de matchs à Oui, oui, 2-0. après, il y a eu plus de matchs. C'est pas vraiment symbolique. Bon, alors, moi, pour le coup, je te rejoins sur le global. Je pense qu'il aurait tout intérêt à épurer son jeu. Oui. Vraiment, c'est un diamant, c'est un diamant brut. De toute façon, ce joueur, c'est une évidence. Par contre, si on se base uniquement sur le match de Brest, moi, je suis pas d'accord. Il perd quand même peu de ballons. Il est à l'initiative des mouvements. Ça joue en une touche, deux touches Je ne avec. dis pas qu'il perd les ballons, je trouve qu'il se complique la vie. Il se complique vraiment Eh la ben, vie. Parce que même s'il perd pas de ballon, il se complique la vie. sur ce match, je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'il fait J'ai un, trouvé moins, ouais. je trouve qu'il fait un vrai bon match et c'est la première fois depuis quand même pas mal de temps qu'il est aussi bon dans le jeu. Parce Oui. que C'est mieux, on va dire. C'est c'est pas mieux. parfait encore. Oui, Pas c'est pas parfait. parfait, mais ça faisait quand même quelques temps parce que ces dernières semaines de compétition, c'était quand même compliqué. Hein. Ouais, là, il traversait les matchs sans montrer grand-chose, hein, le mois de Ah, décembre. ça faisait 5 matchs où il n'avait pas été Mm. décisif, que ce soit en passe ou en but. C'est Donc ça. ça parle pour ça, tu vois. Mm. Et moi, je Après, trouve qu'il se c'est complique encore normal à son trop. âge hein, d'avoir des trous d'air comme Bien ça. sûr, Voilà, il complètement. est encore jeune, hein, on l'oublie parce que Parce qu'il il a est fort porté niveau l'équipe. stats, mais il est encore très jeune, il a encore beaucoup à apprendre, je pense. Donc, Ah, mais complètement. Complètement. ça fait partie de son apprentissage et ça ira mieux Complètement. Ah non, mais je suis toutes les tout à saisons. fait d'accord. Et encore, on ne peut pas dire qu'il fasse une mauvaise saison. Non, Non, c'est notre meilleur atout offensif. Hein, Le mec, il est impliqué sur 14 buts quand même. C'est la moitié des buts de l'équipe. c'est vrai. On a mis que 28 buts. Non, on est à 32, mais c'est à deux près. T'as compris. ouais, c'est quand même Ok, ok. énorme comme statistique, quoi. D'autres choses, les gars, ou alors on peut passer au quiz. Vous me dites s'il y a d'autres sujets que vous souhaitiez aborder, d'autres Après, on a déjà dit performances. le débo Dante, ça touche C'est pas. solide. Hein. C'est- C'est ce Une que des j'allais meilleures. dire. Dante aussi, c'est vraiment en défense centrale, c'est vraiment Tu pas fou. vois, dans l'équipe dans l'équipe type dans l'équipe type de l'équipe, ça fait très relatif ce que je viens de dire, mais voilà. S'ils mettent Dante et Todibo, c'est pareil. Mm. Ils ont mis que Dante, mais ils peuvent mettre Dante et Todibo, c'est incroyable. Par contre, au même titre qu'on en parlait lundi dans le Copéglon, Gouiri, c'est le dénominateur commun de l'attaque, c'est-à-dire qu'en fait, tu poses pas la question qui tu mets devant, mais tu mets qui tu mets avec Gouiri. Tout à fait. Si on ne recrute pas un défenseur central au mercato d'hiver, on va se retrouver face à certains problèmes parce que dès qu'il n'y a pas Dante, Todibo il est très fort, mais il est très fort à côté de Dante. Mm. Il n'a pas encore parce qu'il est jeune, il ne faut pas oublier qu'il est très jeune aussi, il n'a pas encore le poids suffisant pour qu'il
il puisse prendre son rôle à 100% et qu'un Danilo qui est à côté de lui soit en pleine confiance. Donc moi, ça me permettra de faire peut-être un prêt, t'en parleras peut-être rapidement, mais je pense qu'au mercato d'hiver, il faut recruter un défenseur central et Ouais. remplacer Alexis Claude Maurice s'il s'en va. Effectivement. D'ailleurs, Ouais. par rapport à Alexis Claude Maurice, on l'a vu rentrer. Il a joué, Il est rentré Alexis Claude Maurice. il a joué 20-25 minutes. 69e minute, je crois, Voilà. 69e J'ai minute. dû je crois. fermer les yeux à ce moment-là parce que j'en ai aucun souvenir. Et est-ce que cette entrée en jeu, est-ce que c'est un message de Galtier qui lui dit bon bah écoute, on compte sur toi, ou est-ce que pour vous c'est évident que de toute façon il va être prêté? Non, il compte sur lui puisque c'est un prêt qu'il veut. Il compte sur lui, mais Oui, ce mais qu'il veut, c'est. là je veux dire compter sur lui dans l'immédiat, je veux dire pour les 6 Ah, prochains mois. dans les médias, Pas il faut- certain. dans les médias, il faudrait parce que Kluivert n'a pas de concurrence. Il faudrait, ou alors si tu le prêtes, il faut recruter quelqu'un qui puisse amener une grosse Ah, concurrence. bah, quoi qu'il Sinon, arrive, si il tu faut que recrutes quelqu'un, tu il bloques faut- le retour de Claude Maurice. Ouais. C'est ça le Ouais. problème, c'est-à-dire que Donc, tu le prêtes, tu reprends quelqu'un, mais il faut que ce soit un prêt de 6 mois, parce que si tu Ouais. le recrutes, bah, du coup tu bloques Claude Maurice. Moi je serais c'est compliqué. Ouais, je serais plutôt pour le garder, parce que même Mais s'il après, il est pas transcendant, bah, c'est quand même un joueur qui est quand même Il en a coûté conf... 15 millions quand même. Hein. Bah Mm. oui, c'est... et le Puis, problème, c'est la volonté du joueur aussi, hein. Apparemment, il veut sûrement jouer plus. Donc, ça va dépendre de ça De toute façon, aussi. de toute façon, sur ce côté gauche, c'est soit lui, soit Dacunia. Donc, et Dacunia Voilà. est encore un peu juste. Donc, encore que non. Il peut faire très bien le job en tant qu'entrant, mais c'est compliqué. C'est pas Claude facile. Maurice, gérer. Claude Maurice, il vient de quel. Vous l'avez acheté à quel club? Lorient. Lorient. Voilà. Ah, ça m'étonne pas alors du coup. Non, mais c'est dommage parce que Claude Maurice, franchement, sur l'année dernière, c'est avec Gouiri, c'est l'une des grandes satisfactions. Parce que la deuxième partie de saison qu'il fait au poste de numéro, enfin, on va dire plutôt 10, dans un milieu de terrain, il a été très très bon. Mais là, Et à forcément. 3, dans un milieu à 3. Oui, mais il 8-10. était du coup pointe haute, on va dire, de ce milieu-là, plutôt. C'était le plus offensif des trois milieux. Ouais. C'était C'était un 8-10. un petit 8-10, peu, voilà. Et pourtant, le paradoxe dans tout ça, et je conclurai là-dessus de mon côté, mais c'est qu'il s'est révélé à Lorient dans un 4-4-2 à plat, milieu gauche, Avec un coach qui lui faisait confiance. avec un coach qui lui faisait confiance, mais qui le plaçait à un endroit où lui n'aimait pas jouer. Donc ça veut dire quand même qu'il a joué milieu gauche dans un 4-4-2. C'est vrai que là, depuis qu'il est revenu, c'est loin d'être le Claude Maurice qu'on était habitué à avoir la semaine dernière. Ne serait-ce que dans la vivacité, on va dire. On verra bien en tout cas les mouvements mercato. On suivra attentivement Chouchou sur Twitter, l'insider numéro 1 des annonces avec ses petits sabliers. Carrément. Exceptionnel. Les gars, petit quiz. Vous avez bien Allez. révisé. Vous m'avez dit en Non, off que vous aviez bien révisé. Donc, j'ai bu ma bière, donc vous partez avec un avantage. j'y crois pas. Donc, 5 questions ou 6 questions s'il y a une égalité à la fin. On commence par une question très simple. Là, ça va être de la rapidité. Combien d'arrêts Walter Benitez a-t-il réalisé? 9. 9. J'avais préparé la main. Moi j'ai dit sans lever la main, désolé. Franchement, c'est bien parce que t'es l'invité, Jérôme, parce que c'est vrai que Alric a levé la main, mais comme Alric gagne tout le temps, ce sera point pour Jérôme. Oh là là. C'est gentil, merci, c'est princier. On sait recevoir. Ouais, non, mais le quiz, on vous le laisse, hein. Nous on prend les points sur le terrain. Donc un point. Tu dis ça parce que t'as perdu le quiz à la dernière fois. Je l'ai encore en travers de la gorge. Bon, alors deuxième question. Parcours de joueur cette fois-ci. Colmar en équipe amateur. Sochaux. Donc formé à Sochaux. Colmar en prêt. Créteil. 3. RL. C'est beau. Putain. C'est beau. Bravo. J'attendais je- le 3. 3, Je Nice connais. et donc Brest.
Je connaissais pas son parcours par cœur. Non. Avec Colmar, je me suis dit, oula. Ah, mais je me suis dit, ça va vous induire en erreur, Ouais. le Colmar, parce que moi, j'ignorais qu'il Ouais, avait été ouais, ouais, ouais. quelque peu Ouais, formé pareil. à Colmar. Ben, j'ai découvert aussi en cherchant. Je voulais pas vous Quoi, tu ne infliger. savais pas déjà? Tu ne le savais pas déjà? Mon Dieu. Tu ne savais pas qu'il avait été formé à Colmar? Bah, attends. Mais je voulais pas vous infliger à moi à Il est celle. né, il est né où? Où est-ce qu'il est né? Elle est Où née est-ce à qu'il est né? Nice, bien sûr. Allez! Bien évidemment. Donc, un point pour Jérôme et un point pour Bertino. Troisième question. C'est le seul point de Martigno, faut le savoir. Ah ouais, je les savoure. Hein, parce que... Quelle était la particularité des 4 latéraux lors de ce match? Les 4 latéraux titulaires. Ils Ils étaient jouaient pas mauvais là. pied. Ouais, j'allais dire que c'était pas leur poste, mais Moi, je disais, en fait, les gauchers étaient à droite et les droitiers à gauche. C'est pas Ah exactement non, il y a ça. le Tomba, il était droitier, mince. C'est pas exactement ça. Et Mais Duverne. on n'est pas loin. La particularité des 4 latéraux. Tout simplement. ils sont pas latéraux. Non. Tu m'as fait hésiter, mais non, non, non. Lotomba est latéral, donc non. Pierre Gabriel est latéral. Duverne, on va dire que c'est un central reconverti et Dani. Ils ont des, ils ont Oui, des c'est noms, ça. ils ont des noms de famille à la con. Non, non, non plus. On n'était pas loin. Bertigny, on n'était pas loin. Ils ont pas été bons. Ça aurait pu aussi, mais non. C'est pas totalement faux. Disons que la question se pose surtout pour Dani Luc et Duverne. Ouais, les deux défenseurs gauche étaient des droites. Bon, ok, point pour Bertigno, mais en gros, c'était qu'ils étaient tous les 4 droitiers, quoi. Tout Ah ouais, simplement. Oh. Ah bah oui, ah bah oui. j'ai vu Mais trop. moi, je connais pas les joueurs de Brest. J'ai déjà du mal à Ouais, savoir si mais je suis droitier ou attends, gaucher. Alors, pose pas moi, la question. on l'a vu déborder le Duverne, il nous a fait une Cédric Ouais, Varro. mais c'est ça. Je me suis Et posé la question pendant le match. Je me suis dit. Duverne, il débordait, il faisait son petit crochet, puis il lui a envoyé une galette sur Mounier. Bon, ça m'a rappelé les C'est belles ça. heures, effectivement, de Cédric Varro. Non, Cédric Varro, il accélérait côté droit. Il faisait un crochet, puis il faisait une passe en retrait. Parce que... Comme Lotomba, finalement, c'est le 10. Ah, bah oui, hein, c'est Cédric Varro suisse. Je Toujours, stéréotypé. Hein. toujours 0 point pour Alric. Euh, question par J'ai dit, rapport C'est à, la bière, ça. question Ouais, c'est par ce que rapport à j'allais dire. C'est ce que Morgan j'allais dire. Schneiderlin. Morgan Schneiderlin, petite question donc sur son carton rouge. 20 minutes. Euh, il a reçu un carton rouge. Mais dans sa carrière, combien en a-t-il reçu? En première ligue, il a dû recevoir une patate. Ouais, là, faut y Ouais, aller à peu près, là. Hein. À votre avis, c'est le combienième carton rouge qu'il a reçu? Jérôme. C'est le premier. Ok. Moi, je dirais le 6e. Ok. Le 10e, moi, je dirais. Eh bien, c'est 0 pour tout le monde, puisqu'il s'agit du deuxième carton rouge. Il en a pris qu'un en Angleterre. Et c'est lors de la saison 2009-2010 en League One avec Southampton, où il a pris un carton rouge. J'étais étonné aussi de voir qu'il n'avait pas pris de rouge avec Everton, Manchester et En compagnie. première ligue, j'aurais dit qu'il avait pris un bataillon de. Par Ouais, contre, ouais, Ah, limite, ouais. en première ligue, ça laisse jouer. Donc, au final. oui, c'est vrai. Par contre, il aurait. Moi, j'ai Oui, oui, Jérôme, vas-y. moi, j'ai répondu 1 parce qu'en fait, dans les commentaires de l'autre jour, on disait que c'était son premier carton rouge. C'est pour ça que j'ai dit que 1. Et je Non, savais alors pas qu'il en c'était. avait. Ouais, alors, il disait aussi que c'était le premier carton rouge de l'OGC Nice cette saison. Tout à fait. Et qu'on était la première équipe à prendre un carton rouge aussitôt dans un match depuis Lille en 2000, je sais plus combien, 2017 ou Ouais. 2018, et à remporter le match. Non mais tu vois, Alric, ce genre de stade, j'ai l'impression que c'est la NBA. Le premier, c'est trop américain. La première équipe qui a pris un carton rouge avant la 18e minute, qui a remporté le match par 3 buts d'écart en hiver. Non mais il faut arrêter. Enfin, je veux dire, au bout d'un C'est moment, top. Attends, ça vaut un point là, la stat que j'ai donnée. il gratte, c'est ouf. Euh, Et c'est le premier quiz où je vais finir à 0 point. 0 point Ça pour commence. l'instant. Question. Qui est le passeur sur le but de Gouiri? Ah putain, c'est pas Ah, Rosario. Rosario. Non, Oh, punaise. Ah, Thuram. Da- non, Dante? non. Je la vois là. C'est pas. Non, il était sorti. On ne regarde pas le chat. Ah, pas le chat. De l'or, peut-être, non? Je sais pas. Non. Non. Ah, punaise.
Euh, 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 C'est très long. Todibo? Non. Claude Maurice? Claude Maurice pour Bertigno. Ah putain, non! Moi, je me J'aurais jamais souvenais dit plus. ça. Claude Je croyais Maurice. qu'il était que au départ, mais pas. Non, en fait, c'est le passeur. On le considère passeur, mais bon. Mais il sera pas considéré comme Il sera pas passeur sur considéré comme l'action. passeur parce qu'il y a trop de touches de balle Ah ouais, de Gouiri avant le but. Gouiri, Donc, bon, c'est un voilà. but solitaire. Toujours 0 point pour Alric. Dernière question plaisir, puisque Bertigno, tu es l'euro vainqueur. Je tiens quand même à te le J'ai signaler. honte. Donc là, il faut pas que je fasse panier parce que j'ai honte. Il y avait donc dans les deux équipes deux anciens qui ont évolué donc à Montpellier l'année dernière. Qui sont-ils? Bah, Delors et Delors et Lannes. Non, Mounier. Non, non, pas Mounier. Hein. Lannes, non. bah, Non, Lannes, oui, Delors et Lannes, du coup. L'année Delors et dernière. Lannes. Ouais. Là, il L'année était dernière. déjà à Brest, non? Oui, là, elle était déjà à Brest. Delors, c'est validé. Delors, c'est validé. Je sais pas qui c'est ouais. qui l'a dit en premier, mais c'est validé. C'est moi, C'est c'est moi. Alaric. Delors et... C'est sur la pelouse. Ouais. Et c'est... Et c'est un membre d'une équipe. Hein? Ader Zakarian. Ah non, putain! Voilà. Ouais, j'avais pas pensé. Ouais. Michel Derzakarian, forcément. Parce qu'en plus, ils l'ont dit, est-ce que Delors va marquer contre son ancien coach? Putain. On espère surtout qu'il va marquer à Montpellier pour le match retour. La passe D a été comptabilisée pour Alexis Claude Maurice, nous dit Romain. Bah écoute, tant mieux, avant de partir en Bon, bourg. moi, je déconnecte, hein, bonne soirée. Hein, je vais finir là. Bon, en tout cas, félicitations Bertigno, en espérant que cette Ah, victoire merci. en appelle d'autres pour toi. Les C'est la gars, première. Alors, dernière... moi, j'ai une question stat du quiz Pancho. Est-ce que je suis le premier à finir avec 0 points? T'as pas réellement 0 point. J'ai comptabilisé le point pour Andy Delors. Ah, T'as la demi. t'as été gentil. Hein. J'ai été très gentil. Je me suis dit, une petite déprime un mercredi soir pour Alric, c'est pas forcément Il top, va quoi. pleurer et tout, ça va être Ouais, mal. non, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gars, projection sur les prochains matchs des deux équipes. Brest va au Parc des Princes. On a un mois de janvier et on a un mois de janvier. Alors magnifique. j'ai pas vu, je vais regarder ça de suite. Mais On a Paris donc la semaine prochaine. Après on a Lille. Et après on va en Coupe de France à Nantes et on a Rennes. Quand même pas Sympa. rien. ouais, effectivement, ça donne 4 rencontres assez compliquées. Ce match à Paris, tu en espères quoi concrètement, Jérôme? De pas prendre une valise, je suppose? Ouais, voilà, c'est ça. Pas prendre une valise parce qu'il faut quand même garder un goal average décent. Et du coup, pourquoi pas aller chercher un nul? Il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. Donc voilà. Sans Sans encaisser prendre de but, but. s'il te plaît. Voilà, sans prendre de but, c'est ce que j'avais Bah oui, c'est ça, attends, il faut quand même le faire. Hein. Bertigno, Paris-Brest, et on parle pas de Bah, pâtisserie. ça va être compliqué. Ah non, forcément. mais vas-y, j'allais la faire, ça. Ça va être forcément compliqué pour eux, mais bon, après, on sait jamais, tu tombes sur un pari un petit peu dans un mauvais jour, bon, pourquoi pas, mais bon, En plus, c'est pas forcément compliqué. ils ont préservé Messi pour jouer contre nous quand même. Donc C'est sympa. au dernier match. Ah oui, C'est un Il honneur. n'avait pas le Covid, mais si. Si, il Non, avait non. le Covid, je crois. Ah, il aurait pu jouer le match dernier, hein, mais ils ont décidé de le préserver. Ils se sont dit, Non, ouais, mais t'inquiète, il ouais. jouera pas contre Brest. Brest, je ne suis même pas aussi sur la carte. Alors. Et puis Le pire, Nice. c'est qu'on va avoir des fans du Verne Ah, sur. moi, tu me demandes pas ce que je pense de Paris-Brest. Ah, par exemple. excuse-moi. Vas-y, vas-y, Alric. Paris-Brest, tu en penses quoi? Alors non, honnêtement, au-delà d'être une très bonne pâtisserie, parce que tiens, je fais ce que je veux, je pense que Brest a les moyens de prendre un point si il tombe contre un Paris qui a été aussi dégueulasse que contre Lyon. Parce que franchement, contre Lyon, ce Paris-là, il était vraiment, vraiment dégueulasse. Oui. Et Brest a les arguments pour titiller des équipes plus fortes, parce qu'on a vu, hein, s'ils n'ont pas gagné 6 matchs d'affilée pour rien. Donc, ouais, je pense que ça va dépendre aussi de l'adversaire en face.
En début de saison, on a fait des bons résultats on avait perdu à domicile 4-2 contre Paris, mais on avait fait des nuls contre Rennes, contre Lille, donc voilà, contre Marseille, on a gagné, voilà, donc on a été capable contre les gros de faire des bons matchs. Donc on Ouais. va voir. Parce que de toute façon, tu sais que tu n'as rien à perdre quand tu vas à Paris. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Mais malheureusement, on n'est pas bon contre nos concurrents directs du maintien. Ça, on a du mal avec ça. Moi, je pense vraiment que Brest va prendre une foudre du côté de Paris Dit-il avec un petit sourire malicieux. qu'il va y avoir beaucoup de tonnerre d'ailleurs. Donc, Aïe, aïe, aïe. on va passer pour... Non, plus sérieusement, effectivement, je pense que match contre Paris quand t'es Brest, hein, c'est comme nous pour Nice, hein, c'est un match bonus. C'est-à-dire que tu sais que d'office tu dois perdre. Après, tu peux peut-être sur un malentendu, admettons, sur une grosse performance défensive, comme on a fait à Nice, hein, peut-être réaliser un match nul. Mais ça s'annonce quand même compliqué. Moi, je vois quand même une victoire parisienne avec 2 buts d'écart. Voilà. Cote à 2,20. J'en sais rien. Match de Nice. Désormais, messieurs, on reçoit donc Nantes Nantes, vendredi soir. Nantes qui est dans une forme qui a fait 0-0 contre Monaco, je crois, qui ce a fait week-end. 0-0 contre Monaco, qui est Un 9e. match Qui est- soporifique. Ouais, un match nul, mais au sens propre du terme. Comment t'as trouvé le Ouais. match? C'est nul, quoi. Soporifique. Mais vas-y, Bertino, je te laisse commencer. Je pourrais dire mes Ok, conneries. si tu veux. Non, ben, contre Nantes, ouais, faut gagner hein, dans l'idéal. De toute façon, faut retrouver cette confiance à la maison qu'on a repris contre Lens. Donc, faut continuer sur cette série-là. Et Nantes, c'est quand même un bel adversaire. Il y a des bons petits joueurs. Je pense à Blas, Colomoni. C'est des bons joueurs de ballon. Donc, je m'attends quand même pas à un match très facile. Il y a moyen qu'on soit un petit peu en difficulté. Mais bon, si on n'a pas de cas Covid d'ici là ou de blessures inopinées, je pense qu'on peut faire un bon résultat. Mais voilà, ce sera pas un match facile. Je joue un 2-1 ou 2-0, mais pas un score fleuve. Pour rebondir sur ce que tu dis, la victoire à domicile, elle est indispensable. Pourquoi? Parce déjà, on a un calendrier, mis à part Paris en Coupe de France, qui est là dans les prochains matchs suffisamment à notre portée pour creuser vraiment un trou en tant que deuxième, parce que tu fais Nantes, parce que tu vas à Metz, parce que tu vas recevoir Clermont. C'est des matchs qui sont à ta portée. Ils sont clairement à ta portée. Et c'est à ce moment-là, avant d'attaquer, on va dire, la grosse dernière partie de la deuxième partie de saison, il faut prendre des points pour s'assurer une bonne deuxième place, pour créer le trou à deuxième place. Après, comme tu l'as dit, il faut retrouver cette confiance, confirmer la bonne disposition qu'on a vue face à Lens. Euh, mais surtout, ce que je me dis, c'est qu'on est sur une série de 3 victoires consécutives qui est très très positive par rapport au fait que on ne s'attendait pas à gagner contre Rennes, on ne s'attendait pas à gagner contre. C'était qui avant Rennes? C'était qui? Contre Strasbourg. Lens, du coup. Ah non, mais oui, non. Il y avait C'était Rennes-Lens. Rennes et Lens, et c'était ces deux concurrents directs. Donc là, si tu veux, il faut vraiment, on a commencé à le faire avec Brest, mais il faut vraiment commencer à changer de visage sur ces matchs à notre portée Mm. et arrêter de laisser traîner des points. Là, cette seconde partie de saison, elle peut nous permettre de rattraper les erreurs de la première partie de saison, parce qu'on avait dit au moment du bilan, comment est-ce on trouve cette première partie de saison intéressante, mais si on prend match par match, il y a des trucs qui vont pas. Et Ouais. typiquement, ce match contre Nantes, c'est ces matchs qu'on a ratés contre Strasbourg, contre Metz, contre Montpellier. Maintenant, il faut prendre la mesure de ces adversaires, leur rouler dessus, tout bonnement, parce qu'on a les capacités à le faire, pour arriver très serein face à des adversaires directs, quand on va réaffronter Rennes, quand on va réaffronter Lens, quand on va réaffronter Paris. Si on a emmagasiné tous ces points, on pourra les prendre pas par-dessus la jambe, mais avec beaucoup plus de sérénité que si tu te plantes face à Clermont et face à Nantes ou Metz. Mm. Voilà. Donc, non, victoire 2-0, il faut que ce soit propre et net. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que cette deuxième partie de saison, faut qu'on soit plus convaincant et qu'on arrive à gagner les équipes, entre guillemets, Qu'on enfin, soit tueur, faut qu'on soit le jugé prétendant. inférieur, ouais, qu'on soit des tueurs. Donc Nantes, attention.
Je te rejoins Bertigno sur le fait que s'il y a victoire de l'OGC Nice, je pense que ce sera une victoire étriquée, peut-être une victoire 2-1 ou alors avec un but d'écart. Il va falloir qu'on soit assez. Il va falloir qu'on sorte un beau match. On est sur une équipe de Nantes qui a 29 points, qui pour l'instant est assez loin de la zone de relégation, qui a 13 points de Lorient. Donc ils peuvent s'offrir une deuxième partie de saison aussi bonus, hein, quand on sait les galères qu'ils ont vécues l'année dernière. C'était l'année dernière, il me L'année semble. dernière, ouais. L'année dernière, ouais. Ils ont effectivement des bons joueurs de ballon. On se rappelle du match aller de Simon sur le côté gauche qui avait mis à l'amende, je crois que c'était Danny Luc qui jouait latéral. Heureusement, il est à la canne. Alors heureusement il est à la canne, effectivement. Tu fais bien de me le rappeler avant que je dise des conneries. Mais effectivement, Non. oui, Blas, Colomboigny. Alors Colomboigny, est-ce que ça parle de transfert? Est-ce qu'il va finir l'année ou Ouais, pas du il est côté en de Nantes? bisbise avec, ouais, il est en bisbise avec le club, du coup, pour une histoire Ah, de comme direction. c'est étonnant. Comme c'est étonnant qu'un joueur nantais s'entende pas avec son président. Ouais, C'est parce que le club étonnant. veut le Ça, vendre et lui, il veut finir son contrat, si j'ai bien compris. Bah, c'est que. non, c'est la destination, je crois. En fait, il a donné un accord à tel club, et en fin de compte, le club veut pas le. Enfin, c'est une histoire de club, en fait. Ah, j'avais pas compris. Ouais, je Alors, croyais que c'était parce que le club voulait vraiment le vendre et récupérer des sous cet hiver plutôt que de le laisser partir libre en fin de saison. C'est alors pour ça. Je croyais que c'était ça. je crois que effectivement, de toute façon, Nantes aurait tout intérêt à le vendre maintenant plutôt que le laisser partir à l'issue de son contrat sans indemnité. Et apparemment, ce que disait Canal+, c'est que Fribourg est venu avec une proposition financière qui est extrêmement intéressante, que ce soit pour le club ou pour le joueur, mais le joueur n'est pas très chaud de jouer à Fribourg. Et il Oui, était il a donné l'accord à un autre club, en à fait, allemand, Francfort. je crois, À en plus. Francfort, À Francfort, c'est ça. mais avant même le mercato hivernal, parce que déjà ça parlait lors de l'été dernier d'un transfert à Mm. Francfort. Donc bon, ça semble compliqué, mais est-ce que pour autant c'est une raison pour ne pas le faire jouer? Tu peux difficilement te passer d'un joueur comme Colomboigny. Regarde comment Galtier a géré le Kakamara, par exemple. C'est À partir du différent. moment Je trouve que c'est différent Camara parce que là finalement il a plus perdu sa place Ah oui, qu'autre chose. mais après, il a tout de suite été en instance de départ. Enfin, c'était terminé, quoi. Oui, effectivement. Effectivement. Voilà, et bien écoutez, de toute façon, on souhaite le meilleur à Brest contre Paris. Pensez bien à serrer les fesses avant le match, ça devrait aller. Et puis Nice, oui, Tout c'est pas. Serrer les fesses, mais tout c'est pas, parce que sinon, ça va du Voilà. et puis ouais, Nice, une victoire, et puis si possible avec un clean sheet, avec une belle performance défensive, c'est vrai que c'est toujours plaisant, quoi. Quand quand t'arrives à gagner tout en ne prenant pas de but, Et puis, si c'est possible, sans avoir 25 arrêts de habilité, ça voudrait dire qu'on maîtrise plus ou moins. effectivement, effectivement. Messieurs, écoutez, merci de m'avoir accompagné pour cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je remercie aussi les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de l'émission sur le chat Twitch. On se retrouvera donc probablement dimanche soir, à confirmer là aussi pour le débrief de Nice-Nantes. D'ici là, très bonne semaine à vous. Merci à Alric, merci Bertino et merci Jérôme pour votre venue. Merci à vous. Merci à toi et à Merci à tous. toi. Merci pour l'invitation. Et puis bonne saison au Stade Brestois, Jérôme. Bonne saison à vous aussi, et j'espère que vous allez battre Nantes à domicile. On le fera avec plaisir. On le fera avec plaisir. Avec un immense plaisir. Très bonne soirée à tous, merci pour votre venue et puis on se dit à très vite pour une prochaine émission. Ciao ciao Issa Nissa. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.